De la musique juste parfaite. J'ai pour vous aujourd'hui une excellente reprise d'un groove irrésistible. Toute la journée, écoutez Ici Musique en direct sur Radio-Canada Audio. Vendredi 31 janvier, vous écoutez À la Une. Bonjour, ici Naïla Bendali, toujours en remplacement de Mathieu Bellumeur qui doit revenir lundi. On est vendredi aujourd'hui, fin d'un mois de janvier qui a semblé interminable. Je ne sais pas pour vous. On passe au mois de février qui sera un peu plus court quand même. Et ça a été un mois très faste en actualité. Ça semble pas se calmer. On vous accompagne là-dedans. D'ailleurs, Vincent, vous allez nous en parler dans quelques instants. Et comme à chaque vendredi, bien sûr, on va parler de culture avec les suggestions de Julie Jasmine, entourée des fidèles collaborateurs de l'émission, Véronique Méran à la météo, Olivier Pellerin au sport et Vincent Maisonneuve aux actualités. Vincent, qu'est-ce qui retient encore l'attention? C'est bien sûr ces fameux tarifs de 25 %. On est à H-12 à peu près, H-24, là, dépendamment à quelle heure là. ça arrive. Demain, vous avez dit que le mois de janvier se termine. Il a été plutôt rocambolesque avec l'investiture de Donald Trump, cette fin du mois de janvier. Hein, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là, mais ça fait juste 2 semaines. Et le mois de février va commencer quand même sur les chapeaux de roue avec l'imposition, si on se fie à ce que M. Trump a dit hier, avec l'imposition de tarif de 25 % sur l'ensemble des biens canadiens, à l'exception peut-être du pétrole. C'est ce que Donald Trump a dit hier dans le bureau ovale, évidemment, avec 4,5 millions de barils de barils de pétrole à chaque jour qui est envoyé aux États-Unis. M. Trump réalise peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée de faire grimper les prix à la pompe pour les automobilistes américains. On va parler des conséquences parce que juste l'annonce de Donald Trump hier a eu des impacts réels, notamment sur le dollar canadien. Oui, certainement, ça sera à suivre. Je me tourne vers vous, Véronique, pour la météo parce que on le sent, c'est un peu moins froid, un peu plus doux ce matin et la neige, c'est terminé. Oui, on a reçu à peu près 3 cm, 3 à 5 dans l'ensemble. Ça va se poursuivre un petit peu vers l'Estrie où on ira chercher un 2 à 4 de plus. Mais sinon, petit flocon intermittent très tôt ce matin, c'est pas impossible, mais le gros de la journée va se passer sous un ciel assez nuageux. Et vous faites bien de mentionner les températures. Hein? Hier, c'était pas chaud. On est resté stationné autour de moins 12, moins 13 dans le Grand Montréal une bonne partie de la journée. Et là, le mercure a commencé son ascension. Donc, moins 10 Montréal ce matin, moins 9 en Estrie. Ça varie entre moins 12 et moins 16 pour les Laurentides, la Naudière, Québec, secteur de l'Outaouais. Mais aujourd'hui, on ira chercher moins 2, moins 4 degrés, moins 1 en Outaouais. Donc, une petite pause là, côté froidure qui va faire du bien, même si ça reste assez nuageux cet après-midi. Le ciel va se dégager fin de journée, soirée. Donc, la nuit prochaine, le froid n'est pas bien loin. Le mercure va plonger à nouveau. Là, soyez pas surpris, ça va être des nuits froides en fin de semaine. Moins 18, moins 20 pour la plupart des secteurs. Là, ça pourrait même descendre sous la barre du moins 20 pour les Laurentides, secteur de Québec. Il fera beau samedi. Froid, température de jour, moins 13 à moins 15. Et dimanche, ce sera le retour des nuages. Les températures se maintiendront entre moins 8 et moins 12 degrés en journée. Neige à venir à partir de dimanche après-midi, dimanche soir, 5 à 10 cm de neige, mais une finale en neige mouillée lundi parce qu'on profitera d'un bref redout. Mercure qui pourrait franchir le cap du point de congélation lundi. 3 à Montréal, ça variera entre moins 1 et 3 un peu partout. Alors, on y va avec un vendredi assez doux dans l'ensemble. Il fera beau et froid samedi. On retrouve les nuages dimanche et on retrouvera la douceur en début de semaine prochaine avec un 5 à 7 cm de neige supplémentaire. Du côté de l'Abitibi, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, on a émis des avertissements de froid là, pour les nuits à venir parce qu'avec les vents, le mercure va plonger presque près de la barre des moins 30, moins 27, moins 30. Alors, coefficient de refroidissement éolien important pour l'Abitibi et le Saguenay, le Lac-Saint-Jean également. D'ici là, aujourd'hui, variable en Abitibi, des flocons qui cessent en mi-journée vers le Saguenay, moins 13 à moins 15. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, sous un ciel variable. Il reste peut-être quelques flocons vers le Bas-Saint-Laurent ce matin. Moins 9 pour la région de Rimouski. La Gaspésie autour de moins 8 et moins 14 sur la Côte-Nord. Partout, il fera beau dans l'est du Québec en fin de semaine. Beau et froid, c'est ce qu'on retient. Pour ce qui est de l'Ontario, ça se dégage sur la portion nord. Moins 7, moins 8 degrés. C'est très nuageux vers le sud. Toronto, Windsor, Ottawa, les températures, moins 1 à 3 degrés. Donc, c'est quand même flocon fondant là, si vous avez quelque chose. Vancouver, c'est de la pluie qui va cesser graduellement cet après-midi.
l'après-midi, mais un mélange pluie-neige dans les montagnes. Il y a des avertissements en vigueur. Ça peut laisser quelques centimètres. Edmonton et Calgary, sous la neige également, 5 centimètres supplémentaires pour 15-20 au total dans la région d'Edmonton. Moins 10, c'est le maximum. Regina, Winnipeg, autour de moins 11, moins 17 aujourd'hui. Beau temps vers Winnipeg, mais 5 à 10 centimètres de neige pour le sud de la Saskatchewan. Ça viendra sur le sud du Manitoba, mais au cours de la soirée. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Maintenant, au sport. Félicitations, Marc-André. Congratulations. Marc-André Fleury qui a connu toute une dernière au Centre Bell, Olivier. Oui, il a fait face à 19 tirs face aux Canadiens de Montréal hier dans ce dernier match, en fait, qui se présente comme étant son dernier match au Centre Bell. Vous avez entendu l'ovation de la foule, les partisans qui étaient prêts à l'accueillir, même s'il n'a jamais joué pour le tricolore. Les partisans du tricolore étaient contents de le voir. Il y avait parents et amis aussi dans les gradins pour ce match entre le Wild du Minnesota et le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal qui a tout fait pour aider Marc-André Fleury hier. 19 tirs dirigés vers sa cage. Il les a tous arrêtés, ces tirs. Blanchissage de 4-0 pour Fleury face au Canadien de Montréal. Donc, belle victoire pour lui. On a souligné donc au cours du match ses exploits. 3 Coupes Stanley. Il occupe le 2e rang chez les gardiens de but dans l'histoire de la LNH pour le nombre de victoires remportées derrière Martin Brodeur et tout juste devant Patrick Roy. Donc, quand même, tout un palmarès. 76e blanchissage en carrière. Il en a 572 maintenant victoires. Marc-André Fleury dans la Ligue nationale de hockey contre le Canadien, c'était sa 28e et c'est potentiellement sa dernière. Ça a été salué de belle façon, même à la fin de la rencontre, même si le Canadien venait de se faire battre à plate couture. On en avait que pour Marc-André Fleury et après, bien sûr, les médias voulaient parler au gardien de but qui était très émotif lors du match. Comme j'ai dit, je ne voulais pas en laisser passer 6. Là, ça aurait mal fini, mais là, faire une coupe d'arrêt, gagner, écoute, les gars ont super bien joué en avant aussi. C'était le fun d'être là. Puis là, l'accueil de la foule aussi, le goodbye de la foule, écoute, c'était vraiment spécial. Un moment dont il va se souvenir longtemps. Et les gens dans la foule aussi, j'ai l'impression qu'ils vont garder ça placé là, dans leur mémoire bien longtemps. Et la victoire de Montréal, elle poursuit sa séquence face au Sceptre de Toronto. Une séquence de 4 victoires maintenant. Hier, victoire en tir de barrage. L'héroïne du match, ça aurait été Laura Stacey, puisqu'elle effectuait un retour au jeu hier face à Toronto. Elle a marqué dans le match, donc 1 but, 2 passes, et elle a surtout marqué en tir de barrage, elle et Marie-Philippe Poulin, pour donner la victoire justement aux Montréalaises. Une victoire de 4-3, et ça se poursuit pour la victoire de Montréal, parce que c'est une belle séquence. Elles sont au premier rang du classement de la LPHF et il y a vraiment une production là, sur plusieurs trios et je pense que ça a fait du bien là, de revoir Laura Stacey, surtout sa fougue et sa vitesse dans le match d'hier. Donc, autre beau gain pour la victoire de Montréal. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Il ne reste que 24 heures au gouvernement canadien pour convaincre le président des États-Unis de faire marche arrière et de ne pas imposer de tarifs sur les produits canadiens. C'est une ultime tentative, même si le président américain a réaffirmé hier que des tarifs de 25 % seront imposés aux produits importés du Canada et du Mexique dès samedi, donc dès demain. Des tarifs sur tout, sauf peut-être sur le pétrole. Vincent, les déclarations du président Trump ont encore eu une fois l'effet d'une douche froide au pays. Oui, une douche froide notamment sur la valeur du dollar canadien qui est tombée sous la barre des 69 cents américains hier, à titre de comparaison. En janvier 2024, le dollar canadien valait plus de 74 cents américains. Donc, c'est une dégringolade. Et si les tarifs durent dans le temps, certains prédisent un dollar à 65 cents américains. Des tarifs qui durent dans le temps, ça signifie aussi un recul de l'économie canadienne. La Banque du Canada évalue le recul à 2,5 % du PIB, la Banque CIBC à 3,5 % du PIB. Donc ça voudrait dire que l'économie canadienne se dirige vers une récession, sans oublier tout ce qui est imprévisible avec des tarifs. Ça fait longtemps, on ne connaît pas l'impact de ce que ça peut avoir vraiment. On ne l'a pas vécu. Donc, des tarifs, ça augmente les prix, ça crée de l'inflation. Et que fait la Banque du Canada quand il y a de l'inflation? Elle a tendance à augmenter les taux d'intérêt. Bref,
Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais il y a beaucoup, beaucoup d'imprévisibilité. C'est aussi imprévisible que Donald Trump, là, ce qui s'en vient. Absolument. Et le Canada promet de répliquer, mais surtout pas question de porter le premier coup. Donc, le gouvernement canadien se dit prêt. Le plan est prêt. Le premier ministre sortant de l'Ontario, Doug Ford, qui est en pleine campagne électorale, justement sur la question de la réponse à donner aux tarifs, répète qu'il faut y aller coup pour coup, dollar pour dollar. Dans le cas où Donald Trump épargne le pétrole, est-ce que ça veut dire imposer une taxe sur chaque baril de pétrole qui sort de l'Alberta vers les États-Unis? Je ne suis pas certain que la première ministre albertaine, Danielle Smith, serait d'accord. Mais avant d'agir, c'est certain qu'Ottawa veut laisser à Donald Trump la possibilité d'ouvrir son jeu. Pas question de frapper en premier pour le Canada. Pendant ce temps, vous avez le premier ministre du Québec, lui, qui continue à répéter, à envoyer ce message aux Américains en leur disant « Vous n'avez pas le luxe de vous priver des produits qui sont fabriqués ici au Québec. » François Legault, qui était à Sept-Îles pour visiter l'aluminerie Alouette. Juste l'usine d'Alouette, c'est l'équivalent de toute la production d'aluminium dans les usines des États-Unis. Remplacer l'aluminium qui est envoyé du Québec aux États-Unis, je s'excuse, là, mais c'est impossible. Et Vincent, même aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent contre l'idée de tarifs sur l'ensemble des importations canadiennes. Le Wall Street Journal qui a notamment publié un article où on exprime certaines inquiétudes. On rappelle que 38 des 50 États américains ont comme principal acheteur le Canada. Ouais. Et puis en attendant, vous avez le sénateur et économiste bien connu Clément Gignac qui recommande à tout le monde là, présentement de rester calme face aux turbulences. Il faut quand même respirer un peu par le nez. C'est pas vrai que tous les clients américains peuvent se revirer de bord puis trouver un autre fournisseur qu'un fournisseur canadien. Là. Donc, ça va être graduel. Et ça dépendra également de la réaction de nos gouvernements. Et qui sait ce qui va arriver demain? Vous savez qu'il n'y a rien d'aussi imprévisible que le président américain lui-même. Oui, beaucoup de fébrilité sur ce sujet. Merci beaucoup, Vincent. J'en prie. On rejoint Gabriel à Ottawa pour faire le tour des unes des médias ce matin. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Naila. Alors, on continue, variation sur le même thème. Mark Carney serait le meilleur pour affronter Donald Trump. Ça, c'est selon un nouveau sondage. Oui, un sondage Somme la presse publié ce matin. On a posé la question aux Québécois, quel politicien fédéral serait le plus apte à tenir tête au président américain? Et grande surprise, Mark Carney est celui qui reçoit le plus d'appui chez les Québécois. Il devance même le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Donc, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre devance Pierre Poilievre avec 26 % d'appui contre 18 % pour Pierre Poilievre et l'ancienne ministre des Finances et ex-vice-première ministre Chrystia Freeland, qui brigue elle aussi la course à la direction du Parti libéral du Canada, arrive troisième avec 14 % d'appui chez les Québécois. D'ailleurs, ce matin, dans le Journal de Montréal, il y a la chronique de José Legault, qui, elle, dit « Succession de Justin Trudeau, opération sauver les meubles » avec une photo de Mark Carney. Elle dit dans le rôle prisé de qui ferait l'interlocuteur le plus habile devant les menaces de Donald Trump. Mark Carney a également pris les devants au sein des rangs libéraux. Et elle dit que, justement, si M. Carney arrive au pouvoir, s'il remporte la course à la direction du Parti libéral, ce sera une opération sauver les meubles, peut-être même sortir des élections avec le statut d'opposition officielle, question d'éviter le carnage promis. Si on retourne au sondage dans la presse ce matin, on apprend également dans le dit sondage qu'une forte majorité de Québécois sont prêts à prendre des mesures de représailles contre les États-Unis. Plus de 3/4 réduiraient certainement ou probablement leurs achats de produits américains et plus de la moitié des Québécois seraient prêts à boycotter des grandes multinationales. Alors, c'est un sondage réalisé en ligne du 24 au 27 janvier dernier auprès de 1332 adultes québécois. Marge d'erreur de plus ou moins 3,3 % 19 fois sur 20. Et parlant de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, c'est le 5e anniversaire du Brexit aujourd'hui.
Oui, c'était le 31 janvier 2020. Le Courrier international titre ce matin « Pourquoi le Royaume-Uni manque à l'Union européenne ». Donc, le Brexit qui a bouleversé le fonctionnement politique de l'Union européenne et l'équilibre subtil qui a longtemps régné entre des pays du Nord libéraux et des États du Sud et de l'Ouest s'est déplacé avec la sortie du Royaume-Uni. Il y a le collègue Raphaël Bouvier-Auclair qui signe ce matin un texte fort intéressant sur le Brexit 5 ans plus tard. Donc, des conséquences sur le commerce et la mobilité entre la Grande-Bretagne et ses voisins européens. C'est à lire ce matin, c'est à la une de radiocanada.ca. Et puis, les journaux reviennent ce matin sur le projet de loi sur l'intégration nationale au Québec. Notamment un éditorial dans Le Devoir ce matin, gare aux contradictions, mais c'est également à la une de certains quotidiens anglophones, dont le National Post, une chronique de Tristan Hopper qui, lui, croit que le Québec fait un pas en avant avec cette mesure, mais aussi dans le Globe and Mail, où on s'intéresse à ces coupes en francisation. On dit que le Québec encourage les nouveaux arrivants à parler couramment le français, mais avec ces coupes budgétaires dans les cours en francisation. Alors, c'est à la une du quotidien anglophone ce matin. Oui, ça résonne dans le reste du Canada. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée, bon week-end. On est vendredi, on parle de culture avec Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour Julie-Jasmine. Salut Naïla. Alors, vous nous parlez tout d'abord d'une pièce qui est présentée au théâtre Denise Pelletier. C'est la pièce Le Prince. Et c'est une comédie de science-fiction librement inspirée d'une œuvre de Machiavel. Ouais. C'est beaucoup à déconstruire. Beaucoup de contrastes ici. On va partir avec l'œuvre de Machiavel. En fait, Nicolas Machiavel, c'était un texte, un livre dans lequel il conseillait le prince de Médicis. Là, on est dans une Italie de la Renaissance, donc au 16e siècle, de mettre sa morale de côté pour mieux régner, pour mieux accéder au pouvoir. Et là, on part avec ça. Mais ici, au théâtre, on est dans un univers futuriste, totalement futuriste, où les humains n'habitent plus la Terre. Ils vivent sur ce qu'on appelle des globotrons. Ce sont des vaisseaux qui appartiennent à des entreprises, de grandes entreprises comme Pizza Hut, La Senza, Dormez-vous. Et ces vaisseaux-entreprises-là, je vous vois opiner du bonnet. Je suis intriguée, Julie-Jasmine. Ces vaisseaux-entreprises hébergent des employés qu'on appelle des associés. Et notre prince en question, dans ce cas-ci, c'est sa première journée à la tête de l'entreprise familiale, donc à la tête du Globotron, qui s'appelle Médicis, parce que son père est mort, mais pas tout à fait. C'est une journée importante pour toi. Je sais. T'es sûr que t'es prêt? As-tu préparé un discours, quelque chose? Mon père est mort dans un grave accident de mijoteuse. Il s'est endormi dans le caclon au beau milieu d'une recette. Au moins, il est parti à petit feu. Mais grâce à une technologie super controversée, il est revenu sous la forme d'un bio-hologramme. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop. Il est-tu vraiment mort? Il est-tu vraiment vivant? Même moi, je ne sais plus. C'est assez absurde, hein? C'est délicieusement absurde. Et il faut dire une chose, notre prince n'est pas l'étoile la plus brillante du système solaire. Il y aura une surprise, une grande PDG, celle de Dolorama, qui va venir bousiller ses plans. Elle va vouloir prendre le contrôle de la galaxie. Elle est motivée par les conseils de Mike, dit Mike Machiavel. On voit le clin d'œil, là. Et là, on embarque dans moult péripéties, dont un retour sur Terre. Et il y a dans cette folie futuriste un texte très brillant, avec des messages sous-jacents, toujours avec une touche d'humour caustique. Si vous avez aimé Dans une galaxie près de chez vous, on a un peu ça, mais je dirais en version plus politisée. D'ailleurs, le père est joué par Stéphane Crête, qu'on avait dans une galaxie. Brad, voilà. Et donc, puis on parle de démocratie, de totalitarisme aussi, de grands conglomérats qui nous définissent aujourd'hui, tout ça truffé de savoureuses références au monde actuel, mise en scène dynamique, séchoir à feuilles, poupée Barbie, bref, musique futuriste aussi, culotte bouffante, petit collant, épaulettes démesurées. Là, tu sais, je vous fais le portrait de la chose. C'est éclaté quand même. C'est très, très éclaté. C'est Olivier Morin et Guillaume Tremblay qui co-signent le texte en plus d'y jouer. Et je vous le dis, ça marche. Moi, ça m'a fait du bien. Une espèce de bouffée
d'air frais cet hiver, tout aussi froid, cela dit, mais c'est à voir. Ça s'appelle Le Prince et c'est au Théâtre Denise Pelletier jusqu'au 22 février et ça s'en va à Sherbrooke l'automne prochain en octobre. Et après avoir été lancé à Cannes en mai dernier, le film Une langue universelle sort en salle aujourd'hui. C'est une comédie surréaliste. C'est un type qui s'appelle Matthew, qui est aussi le réalisateur du film, Matthew Rankin, qui est un employé du gouvernement provincial, qui va quitter son Montréal où il travaille pour aller retrouver sa mère à Winnipeg parce qu'elle est malade. Alors, on me dit que ta dernière journée ici, c'est ça? Billet pour Winnipeg, s'il vous plaît. On va discuter de ta nouvelle vie. J'aimerais des somnifères, s'il vous plaît. La vie vaut la peine d'être vécue, monsieur. Il y a de l'étrange aussi là-dedans parce que son Winnipeg est froid et c'est probablement la seule chose que... Qui est réaliste. Exactement. Le reste, on est dans la culture iranienne. La langue parlée et écrite est le persan. On boit du thé au safran chez Tim Hortons. La monnaie, ce sont des riels, comme pour Louis Riel. Il y a toutes sortes de curiosités. Et Mathieu va croiser la route de 2 enfants et aussi celle d'un guide touristique. Les 2 enfants vont avoir un billet de riel coincé dans la glace. Et il y aura une connexion entre eux, en fait, tous ces personnages-là. Alors, c'est très particulier comme univers. Moi, ça m'a pris un certain temps, je pense, à m'adapter. Je comprends ce qu'on veut me dire, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Les lignes sont plus floues, peut-être. Alors, embarquer dans la folie, peut-être prendre quelques minutes. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a pris. Mais j'aurais des prises de vue réussies, des emprunts aussi au film de genre. C'est un film qui a évidemment une très belle feuille de route. Alors, c'est en salle dès aujourd'hui, Une langue universelle. Et c'était le choix du Canada, si je ne me trompe pas, pour représenter le pays aux Oscars. Malheureusement, ça n'a pas fait. C'est ça. On passe pas à la prochaine étape, mais cela dit, c'est un film qui a retenu beaucoup l'attention. Et on termine avec un album instrumental qui s'appelle Le piano et le torrent. Ah, ça, c'est du joli, Naïla. Vous allez aimer ça. Évidemment, il y a le néo-classique qui a le vent en poupe. Je pense à une Alexandra Strelitzky, un Jean-Michel Blais, un Flore Laurentienne. Mais là, c'est au tour de Viviane Audet. C'est parfait pour l'hiver, ça. C'est beau, hein? Que c'est beau! Et Viviane Audet, elle est comédienne, elle est autrice, compositrice, interprète sur 3 albums, entre autres, mais elle écrit pour le cinéma, pour la télé. Puis, elle le fait avec son conjoint. Là, je vous situe un peu. Il s'appelle Robin Joël Cool. C'est un Acadien. Vous l'avez vu dans Temps de chien, entre autres. Et ça s'appelle, en fait, on disait piano et torrent, évidemment, le piano et le torrent. Mais c'est elle en solo, avec 15 pièces inspirées de son village de Maria, en Gaspésie. Et les titres, on a La mer est folle, Le goéland et bien sûr la chanson Maria. Alors, c'est disponible aujourd'hui et si vous saviez tout le bien que ça me procure, alors je partage ça avec vous. Merci du partage, Julie-Jasmine. Alors voilà, c'était l'édition du vendredi de l'émission À la Une. Ici Naïla Bendali. Je vous souhaite une excellente journée.